Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 Excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, soyons excellents ensemble et c'est le cas comme tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Ce soir, j'avais envie de vous proposer un 7 Excellent un peu différent puisque mes invités se connaissent déjà bien et travaillent ensemble. C'est donc une spéciale spectacle avec ceux qui sont à l'origine de la pièce Suite Royale, mise en scène par Bernard Murat au Théâtre de la Madeleine. Une plongée pour vous, chers auditeurs, de la scène à l'écriture au cœur de la réalisation d'une pièce de théâtre. Son rire et sa gouaille ont marqué l'inconscient collectif français tant nous le connaissons. Elie Moon nous a fait rire, je l'ai dit, mais pas que. Il aime à s'essayer au chant, à l'écriture, à la réalisation. En bref, c'est un artiste complet et il va nous raconter comment. Bonsoir Elie Moon. Bonsoir, je suis pas mort. D'accord. Non mais... De quoi? Non, parce que l'introduction, c'est comme si j'étais mort. Ah bon? Ah bah je suis désolée, c'était pas l'idée. Rire et sa gouaille. Bah, d'accord. Il va nous manquer. Non, mais oui, en même temps, vous nous faites rire et vous avez de la gouaille quand même. Bah voilà, on commence déjà à se marrer sur Sud Radio. Les humoristes qui se sont essayés à sa plume ont connu le succès, à commencer par un de ses frères, le bien connu Gad Elmaleh. Judith Elmaleh sait manier les mots pour déclencher la rigolade. C'est une évidence et ça marche. Elle le fait une fois de plus pour la pièce Suite Royale qu'elle a coécrit. Bonsoir Judith Elmaleh. Bonsoir. Et puis c'est un jeune auteur prodigieux, un jeune prodige qui a écrit son premier roman à 30 ans et sa première pièce à 22. Et entre les livres, il nous ravit depuis plusieurs saisons au Théâtre de la Madeleine à Paris avec de gros succès comme l'invitation entre autres. Ce soir on parle de Suite Royale avec vous et entre autres évidemment Adrien Racah de tout votre parcours. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Je suis un peu perturbée déjà. Oui, et vous, il vaut mieux. Bah voilà, c'est ça, c'est le but. C'est l'effet Elie Moon. Vous, votre émission, elle s'appelle C'est Excellent. Ouais. Et moi, c'est déstabilisant. Oui, ça doit être ça. Mais bon, on est quand même dans cet excellent. Tous les mardis à 15h30. Voilà. Bienvenue à vous, chers auditeurs. C'est parti. On écoute un extrait de Suite Royale, actuellement au Théâtre de la Madeleine. Combien t'as payé? Oh, mais on s'en fout de l'argent, oh là là. Combien? Mais on s'en fout, 7720 €. Hein? 7720 €? Oui, non mais... Une seule nuit? Oui, non mais avec petit déjeuner compris, hein. Non mais c'est pas... Non, j'ai même pas touché mon verre. Non mais ma chérie, c'est ça le luxe. Se resservir quand on n'a même pas touché son verre. On n'a pas les moyens de se payer une nuit ici, enfin. Mais ne t'inquiète pas. Mais si, justement, je m'inquiète. Non mais... tu te rappelles, je te rappelle qu'on est en plein travaux dans la salle de bain, La pièce Suite Royale, mise en scène par Bernard Murat, est déjà un succès au Théâtre de la Madeleine. On vient d'en entendre un extrait. Et c'est à 19h du mercredi au dimanche et 2 fois le samedi. Alors je pitch un peu l'histoire pour les auditeurs de Sud Radio. Antoine et Pauline, interprétés par vous, Elie Moon, et par Julie de Bonnat, forment un couple banal, aux moyens modestes. Et pour la première fois en 15 ans de mariage, Antoine invite Pauline dans un palace parisien et il réserve la Suite Royale, une folie, parce qu'il a une grande nouvelle à lui annoncer. C'est à peu près ça, c'est ça l'histoire? Oui, ça vous exactement. va comme ça? On peut dire la nouvelle ou pas? Allez-y. Il est enceinte. Ah, c'est pas vrai. Le mec qui change complètement le truc. Complètement le truc. Non, en fait, c'est un écrivain un peu foireux. Oui. Et il annonce à sa femme qu'il a le Goncourt. D'accord. Donc il a une tête qui enfle comme d'où une la citrouille. Et oui, d'où la suite, ouais. Et il a l'impression que les femmes vont lui courir après, que l'argent va couler à flot, etc. D'accord. Et donc, il décide de quitter sa femme. Parce qu'il se dit, voilà, ma vie va changer. Ouais. Et en fait, il va prendre une nouvelle qui va le faire rétro-pédaler. D'accord. Et il va bien ramer. D'accord. Voilà. Et alors, qui de vous deux, d'ailleurs, Adrien Racah ou Judith Elmaleh, a eu l'idée de cette histoire? Vous l'avez fait ensemble? Comment ça s'est passé, l'écriture? C'était vraiment ensemble. On a eu envie de parler du couple. Depuis qu'on s'est rencontrés, on a envie de parler du couple. D'accord. Et donc, ça s'est fait vraiment ensemble. Ouais, d'accord. Judith? Oui, on s'est rencontrés. Rapprochez-vous du micro. Pardon, on s'est rencontrés artistiquement et on avait beaucoup d'échanges sur notre vision du couple. Pardon, excusez-moi, ça me fout rire. Le micro. Il est infernal. Non, mais il faut pas être sérieux dans la vie. Ah bon? Parce que là, il y a vraiment un problème. Vous trouvez qu'elle est trop sérieuse? Elle est beaucoup trop sérieuse. Mais même dans la vie, il y en a au moins une sur les trois, a priori. C'est ça, bon, bah voilà, on le saura. Allez-y, Judith, on vous écoute. Être rectiligne comme ça dans la vie. On va y arriver. Pour Elie Sini, c'est... je sais pas, bref. C'est un compliment? Oui, voilà, c'est un compliment. C'est ça, ça veut dire être carré. D'accord. Alors, soyez carré, allez-y répondre à la question. Alors, c'était
quoi la question? Qui a eu l'idée de cette histoire? On a eu l'idée ensemble. Voilà. En fait, on échangeait beaucoup sur le rapport homme-femme, sur le couple, sur l'usure du couple, sur ce qui peut user un couple, sur ce qui fait tenir un couple. Et on avait envie de parler de ce cataclysme-là qui peut être la réussite de l'un des membres du couple, dans un couple qui ronronne depuis un moment, avec des compromis, etc. Et c'est une chose qui nous a intéressés, c'est que tout d'un coup, il y en a un qui sort du ronronnement, ouais. et qui s'imagine que ça y est, ouais. Il a tout gagné. Ouais. Et il oublie tout, il oublie sa femme aussi. Il oublie que sa femme. Oui, ça arrive très souvent dans nos métiers, absolument. Quand on est en couple, moi j'ai vécu ça. Oui. Hein? Je dis votre nom quand vous parlez parce qu'on est à la radio. Ah oui. Non, mais les gens reconnaissent ma voix, vous savez. Excusez-moi. Se la pète. Non, mais souvent ça arrive. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à être connu, c'était vers 25 ans. Et en effet, enfin, moi, j'ai jamais eu ce phénomène de tête qui enfle, mais en tout cas, on est. Attends, on t'a pas demandé l'heure déjà? Non, mais on t'a demandé l'heure? Non, mais j'ai pas donné l'heure non plus. C'est un petit point d'exclamation. Est-ce qu'on va arriver au bout de cette émission, vous croyez? Non, mais ça peut arriver que les lignes bougent. Oui, bien sûr. Voilà. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé avec Diodo, on tractait dans la rue, on jouait au Berry-Zèbre, c'est un petit théâtre, et puis quelques mois après, on remplissait le Café de la Gare, donc il y a de quoi péter un câble. En fait. Et vous, ça vous est pas monté à la tête à l'époque alors? Non, c'est maintenant que ça me monte à la tête. D'accord, ça se voit d'ailleurs, je voulais vous le dire. Extrêmement prétentieux. Et alors vous, justement, pourquoi est-ce que vous avez... Oui, non, mais ça m'intéresse pas votre question. Comment ça s'est passé entre vous? Est-ce que c'est vous qui avez proposé la pièce? Est-ce que oui. Et pourquoi vous l'avez accepté, Élie, alors? Parce que ça vous parce ça vous que parle, Danny Boone l'a refusé. D'accord. Donc ça m'a rendu jaloux. Et... Ok. Non, mais en fait, je discutais avec mon cher ami, son frère, et on parlait théâtre, et c'est lui, je crois, qui m'a dit Judith et Adrien ont écrit une pièce, tu devrais leur demander. Et donc, je crois que c'est comme ça à peu près. Hein. J'ai appelé. Non. Pas non. Moi, j'ai pas cette version-là de l'histoire. Mais après, alors, allez-y, Adrien Racard. Je me promenais dans un zoo. Ah oui, c'est ça. J'étais dans le zoo et j'étais face au zèbre. Au zèbre. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je ferais pas du théâtre? C'est ça, non? Mais non, on t'a envoyé la pièce et tu l'as lue, c'est tout. Non, pas du tout. C'est pas grave. Est-ce que vous avez assisté tous les deux aux répétitions avec Bernard Murat? Et quand vous êtes arrivés, je le dis pour les auditeurs hors antenne tout à l'heure, vous avez commencé à retravailler le texte en fait en live dans la salle d'attente de la radio. Donc en fait, c'est un texte qui bouge tout le temps, qui est toujours en évolution et qui évolue. C'est toujours comme ça. C'est ça qui est fascinant. Ouais. On parlait hier avec Bernard Murat qui nous disait que Jean Poiret faisait ça, Molière à son époque faisait ça. Ah ouais. C'est passionnant. En plus, quand on a des acteurs comme Élie ou comme Julie, c'est passionnant de se dire que, enfin, Élie, pardon, mais c'est incroyable sur scène ce qu'il fait. Moi, je suis spectateur. C'est tellement drôle qu'on a envie, on se dit comment on peut rendre encore plus drôle, faire des variations, c'est le spectacle vivant. C'est un bonheur. Ouais, c'est le luxe du spectacle. C'est de la pâte à modeler, quoi. On se dit, tiens, il y a un ventre mou là, on va le remplir, tiens, ça rigole moins, ou là, ça pourrait rire. Donc c'est ça, c'est en fonction aussi des réactions du public que vous avez. Absolument. Et puis, il y a une chose qui vient aussi du one man, c'est quand il y a une improvisation qui marche, et ben on la fixe, on la garde et on la met dans le texte parce que les gens ont ri à ce moment-là, quoi. D'accord. Et vous, Élie, justement, Élie Semoun, le one man show, j'imagine que ça nourrit énormément quand vous incarnez un rôle comique sur scène, ou c'est pas tout à fait le même exercice? Alors, c'est pas le même exercice. Je me suis aperçu que partager la scène, c'était complètement différent. Parce que là, je suis totalement dépendant de Julie. Oui. Julie de Bonnat pour les Julie de Bonnat, pardon. Et donc, totalement dépendant de son sens du rythme, de la façon dont elle va me renvoyer la balle. Donc, je dois m'adapter. Quand on est seul, on compte que sur soi-même. Oui. Donc il y a une prise de risque aussi que vous n'êtes pas forcément seul. Honnêtement, oui. Enfin, il y a plus de risques qu'un alpiniste, par exemple, qui monte le Mont Blanc. Il prend plus de risques que moi. Mais... Non, il y en a plus, il a dit. Moi, j'ai dit qu'il y en avait plus. Mais c'est là où on sera jamais d'accord. On ne sera jamais d'accord sur rien, de toute façon. Donc oui, c'est un exercice totalement différent. En plus, Julie et moi, on vient pas du tout du même monde. On n'est pas dans le même univers. Moi, mon obsession, c'est de faire rire. Oui. Elle, pas du tout. C'est son obsession, c'est d'être le plus juste, justement, la plus juste possible. Évidemment, c'est mon cas aussi, mais
elle travaille pour être dans une grande sincérité, dans une grande vérité. Ce qui est mon cas aussi, mais il y a un petit plus, c'est que j'ai envie de faire rire. Pourquoi vous avez tellement envie de faire rire, Elie Semoun? Parce que si je ne fais pas rire, c'est un précipice qui s'ouvre au drame, ouais. Mais parce que c'est ma façon d'aborder la vie et d'affronter la réalité, d'éviter la réalité plutôt, que j'aime pas. Eh bien, c'est excellent ce soir. On parle spectacle avec le comédien, humoriste et réalisateur Elie Semoun et les auteurs Judith Elmaleh et Adrien Racah à l'origine de la pièce Suite Royale au Théâtre de la Madeleine à Paris. Restez là, nous on revient tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, ça parle spectacle ce soir dans C'est excellent. Avec moi et pour vous en studio, l'humoriste, comédien et réalisateur Elie Semoun, avec les deux dramaturges Adrien Racah et Judith Elmaleh. Alors Elie Semoun, vous n'êtes plus à présenter, mais on va quand même vous écouter un petit peu. Ah d'accord. Ouais. La guerre est déclarée. Je vais contre-attaquer. L'heure de la révolte a sonné. J'ai décidé d'organiser la rébellion à Saint-Potage pour lutter contre les méthodes du Cobu. D'ici là, je veux que vous contactiez les bons élèves. Discrétion et dissimulation. Comment ça, quel rapport? Je vais te le dire, moi, le rapport. Ta femme, elle est pas portée avec un CRS. De toute façon, je suis sûr que t'es pédé, t'as une voix de pédé. C'est quoi ce bordel? Je suis bien chez les flics. T'es pédé, hein. Et toi, salope. Excusez-moi, voilà, il y a un petit problème de standard en ce moment. Il y a un petit problème de standard. Elie Semoun sur Sud Radio. Les Parasites de Philippe de Chauveron. Philippe de Chauveron qui d'ailleurs a réalisé les 2 premiers du Cobu et j'ai repris la suite. Ouais. Alors justement, c'est 2 films, 2 époques et 2 exercices parce que dans le premier extrait, vous mettez en scène également. Et puis pour la 4e fois, bientôt la 5e, on attend le Ducobu 5 d'ailleurs. Il sort quand? C'est bientôt là. Il sort quand? Enfin, d'abord il faut qu'on le tourne, mais on va sûrement le tourner cet été. Ok. Et hier, on a terminé le séquencier. Alors j'explique aux auditeurs. Un séquencier, en fait, c'est tout le film raconté, mais sans les dialogues. D'accord. Voilà. C'est environ 35 pages. Ouais. Et c'est une sorte de résumé géant de ce qui va se passer dans le film. De la mise en scène, quoi, en fait. Hein. Voilà. D'accord. C'est très important, c'est les fondations de la maison. Et alors, des planches au cinéma, finalement, c'est comme cette série de films du Cobu qui vous a... Il y a une soirée à côté, non? Parce qu'on entend des... Non, il y a des gens dans le studio. Donc c'est quand même cette série de films qui vous a installé en tant que tête d'affiche. Peut-être qu'on les dérange, non? Non, mais en fait, moi, si je vous dérange, vous pouvez me le dire, par contre. Ah ouais. Elie Semoun. Non, mais parce que je vous pose des questions. Oui, excusez-moi. Donc c'est bien cette série de films du Cobu qui vous a installé en tant que tête d'affiche au cinéma, parce que vous étiez déjà très connu sur les planches, mais finalement au cinéma, c'était un peu ça qui vous a réalisé en tant qu'acteur, quoi. Oui, tout à fait. Et réalisateur aussi, d'ailleurs. Réalisateur. Oui, complètement. Mais c'est un film qui est adoré des enfants. Et des parents aussi, forcément, parce qu'ils sont malheureusement obligés d'y aller. Ils sont obligés d'y aller. Bah oui. Mais surtout, on a eu un succès fou. 1 500 000 entrées pour le du Cobu 3 et du Cobu président 1 130 000. Pardon de parler de chiffres, mais ça nous permet de réaliser. Ça me permet de réaliser le 3e, donc c'est chouette. Et ça permet aussi d'alimenter les salles de cinéma et justement le 7e art. On fait du bien au cinéma. Oui, bien sûr. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour se réaliser soi-même, justement? C'est compliqué, non? Ouais, c'est compliqué. Mais bon, quand on fait du one-man show, on est vraiment à 4-4. On arrive à tout faire, en fait. Parce que c'est tellement dur qu'on arrive à se dédoubler. Moi, j'ai fait plein de personnages. Vous tournez, vous regardez les extraits après, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Puis j'ai un premier assistant qui me connaît bien, un producteur qui me connaît bien, donc ils connaissent la musique de mon personnage, donc ils m'aident. Et puis moi-même, je le vois, je le sens. Et c'est pas facile, Non. On imagine. C'est un exercice particulier. Judith Elmaleh, on a commencé à entendre beaucoup parler de vous pour votre part en 2009, parce que vous avez mis en scène Harry Habitant dans À la folie. C'était un one-man show que vous aviez coécrit tous les deux. De l'écriture à la mise en scène, il n'y a qu'un pas chez vous aussi? C'était logique. Surtout dans le one-man, ça ressemble beaucoup à l'écriture. Enfin, l'écriture et la mise en scène se mélangent beaucoup. D'accord. Parce que... Ça se fait sur le tas aussi, des fois, c'est ça, non? Vous avez une base conductrice et puis après vous alimentez pendant que vous répétez. Donc l'un nourrit l'autre, c'est assez indissociable
indispensable dans le one-man. C'est complémentaire, très complémentaire. Et vous avez aussi mis en scène et coécrit certains des plus grands succès de votre petit frère Gad, Judith Elmaleh, comme le one-man show Papa est en haut qui date de 2010. C'est une histoire de famille par chez vous, puisque votre autre petit frère Ari Elmaleh, il est aussi comédien. Comment ça se passe entre vous trois? Et est-ce que finalement, justement, le fait de travailler ensemble, ça nourrit aussi, ça nourrit les deux? C'est-à-dire que votre relation professionnelle devient votre relation personnelle et inversement, ou est-ce que finalement vous n'êtes pas posé la question? Ça donne des choses comme dans un repas de famille, on peut parler aussi bien de nos enfants qui rentrent à l'école que du dernier sketch qui a marché ou pas marché. Enfin, tout se mélange. Et en fait, pour nous, ça représente un avantage parce que c'est plus rapide, on se comprend au quart de tour, donc ça va vite, voilà, on se connaît par cœur. Et les punchlines, est-ce que c'est des choses qui sont inspirées de votre vie réelle, de votre vie familiale aussi, etc. Oui, souvent. En tout cas, c'est vrai que dans la famille, c'est un langage. Et donc, on est entraîné, voilà, vous avez vu un peu... Je pense que on est... C'est pareil avec Elie Semoun, en fait. Oui, c'est pareil. Ils vous entraînent. On n'arrête pas on se houspille. On se houspille, on se taquine. Ma sœur s'appelle Anne-Judith. Ah bah dis donc, encore une Judith. Voilà, encore une Judith. Et on a plein de points communs, la famille Semoun et la famille Elmaleh. Mon père venait du Maroc. Gad l'a connu. Moi, j'ai connu Gad quand il a vraiment débuté. Je me rappelle qu'on a été un des premiers avec Dieudo. On l'avait invité dans une émission de Daniela Lombroso. Et on l'a mis en avant. Enfin, bref, on se connaît depuis tellement longtemps que on est. Et vous l'avez mis en avant parce que vous l'aimiez déjà aussi. Oui, quoi, en fait, tout à fait. C'est ça. Ça marche beaucoup comme ça dans vos cercles. Les uns les autres, c'est par amour qu'on fait les choses. Oui, en fait, c'est des rencontres, des rencontres et ça fonctionne. Et l'humour, ça trompe pas. C'est-à-dire que quand on se met à parler avec quelqu'un, dès que ça fuse et qu'on se fait rire mutuellement, ça fonctionne, quoi. C'est vrai que, arrivant dans ce milieu du théâtre, je m'aperçois que on vient comme je le disais tout à l'heure, comme si on venait d'une autre planète. Et donc on se comprend avec Judith, avec Adrien. Et il y a des choses qui sont assez incompréhensibles du côté de Bernard Murat ou de Julie de Bonin. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a envie de leur faire comprendre, mais qui sont pas explicables, qui sont pas logiques. Qui donc doivent c'est vachement dur. Et avec Adrien Racah, ça se passe comment alors? Oh bah super, il est adorable. Non, il est Vous adorable. comprenez le feeling justement dont il est en train de parler, Adrien Racah? Alors déjà, il y a une chose, c'est que c'est vrai que quand j'ai travaillé avec Gad, il y a 4-5 ans, et c'est exactement le même mécanisme. Et qu'en plus, moi, c'est la manière dont je voyais ce métier. Puis en plus, moi, pour le coup, j'étais très fan d'Elie depuis le début. Donc du coup, tout ce que je connais de lui, moi, c'est génial de voir que nos mots sont... Donc je pense que c'est très... Vous aviez déjà intégré sa manière de faire, en fait. Hein, c'est ça. Ouais, mais c'est surtout, je pense qu'en fait, moi, il n'y a rien de mieux que quand ça me fait rire. C'est génial. Donc en fait, le mieux, et je pense qu'en fait, tous les acteurs, au fond, cherchent ça au théâtre, en tout cas. C'est tellement incroyable, une salle qui rit. Je crois qu'on se ment si on se dit que non, c'est pas grave, c'est pas vrai. Surtout au théâtre. Surtout au théâtre, bien sûr. Le one-man show, c'est normal, c'est logique. Si t'as pas les rires, bah ça va pas. Mais au théâtre, si tu les as, c'est incroyable. Non, parce que au théâtre, il y a le rire et il y a le sens en règle générale, parce qu'il y a une trame, il y a une histoire. Donc c'est. Et nous, on essaye de faire de mélanger les deux. Il y a à la fois du sens, mais si on entend une salle, entend 700 personnes, il y a des vagues de rire. C'est sincèrement, on est nourri à ça. Oui, complètement. Surtout pour un sujet comme le divorce, un couple. Ça peut être très drôle, le divorce. Ça peut être très drôle. Donc et puis il y a aussi dans cette pièce, il y a aussi le changement de caste. Moi, ça me fascine. Ça, par exemple, en Inde, c'est interdit. Et en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui a des moyens modestes, comme la plupart des gens dans ce pays, et qui à un moment donné se dit, je vais avoir les moyens, je vais pouvoir avoir accès au luxe. Qui dépense avant, quoi. Et donc là, il se trouve dans une suite royale pour un prix faramineux. C'est ça, il le claque avant. Oui, il a gagné au loto. Et la femme essaie de le ramener à la raison parce qu'elle tient c'est elle qui tient les cordons de la bourse. Mais c'est un peu la même chose dans votre couple d'acteurs, en fait. Avec Julie de Bonin, elle essaie de vous ramener à la raison un petit peu sur scène. Mais c'est pour ça que ça fonctionne bien. Ils forment un couple très crédible tous les deux. Elle est d'une grande logique, Julie.
Elle a les pieds ancrés dans la réalité, ce qui n'est pas mon cas du tout. Même je cultive ça. D'accord. Et où vos pieds, vous, Elie Semoun? Ils sont pas là. D'accord. Je suis à l'envers là. D'accord, oui, j'avais remarqué d'ailleurs. Ouais. Et Adrien Racah, je l'ai dit en début d'émission, vous avez écrit, vous, votre première pièce à 22 ans. Votre premier roman, c'était Mélancomaniaque. Il est sorti à vos 30 ans. Pour vous, c'est par l'écriture que ça passe et que ça a commencé aussi, en fait. Est-ce que vous avez toujours voulu aller vers le théâtre, vers le comique aussi? Non, au début, moi, je voulais être Marlon Brando, puis ça n'a pas marché. D'accord. Donc, et puis après, voilà, je me suis découvert. C'est pour ça que vous avez commencé à écrire des pièces de théâtre, pour pouvoir jouer, parce que je pouvais pas attendre que le téléphone sonne. D'accord. Et puis après, j'ai découvert qu'en fait, écrire était ma grande passion et que je préférais ça. Puis après, j'ai eu la chance de rencontrer Éric Dupond-Moretti. Et donc, on a fait ce spectacle-là ensemble. Au Théâtre de la Madeleine. Après, il y a eu cette aventure avec Philippe Lelouch et Gad. Donc, c'était... tout s'est fait un peu... c'est un peu magique. Ouais, c'est magique, c'est extraordinaire. C'est une chance inouïe. Et puis, j'en profite. Et moi, c'est un bonheur. J'en ai rêvé, ça arrive. C'est formidable. Et alors, vos premières pièces, elles ont été subventionnées, j'ai vu, par le ministère de la Culture. Est-ce que ça, c'est un élément très important, justement, et déterminant pour vous? C'est important et déterminant parce que ça donne confiance. J'avais 20 ans à l'époque, et c'est vrai que mes 3 premières pièces, j'ai eu des prix ou des choses, le prix Beaumarchais, etc. Donc ça donne confiance, ça m'a permis de les monter, on soit de l'argent. Bien sûr. C'est une chance en France, mais c'est des pièces très tristes, très sombres, et qui n'ont pas du tout marché. D'accord. Et c'est à ce moment-là que ça a changé chez vous? Et en fait, moi, j'avais envie de rire, mais je l'ignorais. J'étais quelqu'un de très dépressif et j'allais pas très bien. D'accord. Et en fait, je savais pas que j'avais envie de rire. Et en fait, dès que j'ai rencontré des amis, j'ai vu qu'en fait, j'adorais ça, c'est super. Et donc, c'est pas antinomique de faire rire et d'être un peu dépressif. Sauf vous parlez de vous, là? Connais bien Bah oui, on est tous... Le clown triste, ça existe ou pas? Oui, c'est pas un cliché du tout. Oui, bien sûr. Non, c'est seul. Et c'est pour ça que vous avez eu envie de rire, du coup, aussi, que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclic chez vous. C'est sûr que je pensais qu'il fallait raconter des choses tristes parce que j'étais triste. Et je me suis dit, en fait, les gens, quand je racontais mes dépressions, par exemple, aux gens, ils se marraient. Dans un dîner, etc., je racontais, tout le monde se marrait. Mais c'est pas drôle du tout, je vais très mal. Et tout le monde se marrait. Je me dis, je vais essayer d'écrire des choses. D'accord. Et vous, Judith Elmaleh, ça a toujours été le rire, forcément, parce que c'est une histoire de famille aussi, non? Oui, on a une famille. Rapprochez-vous du micro. On a une famille où on communique par le rire. Et même les drames? Surtout les drames. Et donc c'est un sujet qui me passionne beaucoup. J'ai écrit récemment un livre, c'est pas du tout pour faire on va en parler après tout à l'heure. Disponible à la FNAC. Si tu parles de ton livre, je vais parler du mien. On va parler de vos livres à tous les deux. Moi j'ai un livre qui sort à partir du mois de mars chez Michel Lafon. T'as 5 minutes s'il te plaît. Chacun son tour. Ce que je voulais dire, allez-y Judith, c'est que dans ce livre justement, je parle d'un... Quel livre qui s'appelle comment? Attends une seconde, d'un secret de famille. Et j'ai enfin ça vous a permis de l'expier, quoi. Pourquoi tout le monde se marrait dans la famille, et souvent c'était parfois fatigant parce que tout le monde plaisante sur tout. Et donc j'ai enfin compris cette mécanique de voiler un petit peu la réalité avec des plaisanteries qui fusent en permanence. Parce que le rire, ça soigne en fait. Le rire, ça habille. Ça soigne pas, ça habille, ça permet de passer un bon moment même si on est triste. Et vous, ça vous habille le rire, les Semoun, ou ça vous soigne? Oui. Les deux, peut-être? Oui. Habiller, soigner, non. Mais en tout cas, ça cautérise. Oui, ça cautérise. Je me tourne vers toi, puisque tu es apparemment la littéraire du... Apparemment. En tout cas, ce que tu veux nous faire croire. Ça fonctionne. Ça cautérise les plaies. On ne s'ennuie pas sur Sud Radio ce soir. Non. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu des malheurs dans ma vie. Ma maman qui est morte, mon frère, mon père dernièrement, donc ça fait beaucoup. La mort, je pense qu'il va y avoir un petit dossier Semoun. Donc, d'ailleurs, ça devrait pas tarder. Il devrait... Qu'est-ce qui devrait pas tarder? La mort. Non, je plaisantais. Enfin, c'était un mime pour faire le mec qui parle. Tu vois. Ah bah tiens, il nous écoute. C'est juste pour savoir, parce que comme tout à l'heure, il a discuté avec quelqu'un. Peut-être que on parle de notre réalisateur du jour, Bastien. Donc oui, bien sûr, c'est indispensable. Indispensable, l'humour. Indispensable à la vie, quoi. Oui, tout à fait. Bon, merci à tous les trois. On continue tout de suite, c'est excellent, c'est le cas de le dire. Vous êtes en compagnie ce soir de Elie Semoun, Judith Elmaleh et Adrien Racah. On revient juste après ça sur Sud Radio. À tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente
Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio et vous le savez, vous êtes ici chez vous, en compagnie ce soir de Elise Moon que j'ai pu à vous présenter évidemment, avec l'auteur et metteur en scène, attention, Judith Elmaleh, et l'écrivain dramaturge, je trouve que ça vous va bien, Adrien Racah. C'est génial. Dramatique. Alors Elise Moon, pour ça encore merde. Voilà. Démiurge. Non mais bon, ça sera dit. Ouais. Alors pour se faire encore un peu plaisir et continuer à vous écouter, on va rire avec vous maintenant. On vous écoute, Elise Moon. Bah, j'espérais que j'allais respirer l'air pur avec mon épousée. Cueillir un bouquet de pâquerettes, apercevoir une biche. Résultat, je reviens des champignons, je vois 15 types en train de se branler autour de la Renault Capture. Mais s'ils avaient su chez Renault que 15 types allaient se palucher sur la peinture métallisée, enfin heureusement qu'on n'a pas acheté une décapotable, la télé. Bah, écoute, un miracle, un matin je me regarde dans la glace, j'avais une moumoune, j'avais des cheveux. Le vieux beau. T'as rajeuni, là oh, touche pas, c'est pas encore sec. Moi, je suis CRS, comme son nom l'indique. Mais bon, je n'en suis pas moins un homme. Sous la tunique bleue, il y a un cœur qui bat. Ouais, JP, c'est Charlotte Angon. Le tonton Chivalet de Jean Didier vient de lâcher une caisse. Pour connaître, on est obligé d'évacuer. C'est con, c'est les collègues. Qu'est-ce qu'elles ont toutes avec le vegan? À brouter leur bouquet de pâquerettes et à siffler leurs 3 litres de smoothie. Vous allez juste chier bio, les filles. Vous prétendez me faire monter au 7e ciel? On n'a jamais dépassé le rez-de-chaussée. Le cultissime, on peut le dire, Elise Moon sur Sud Radio, hein, franchement. Alors je le dis pour les auditeurs, il y a eu 4 sketchs. Nathalie, il faut qu'on parle, qui est passée entre autres au Montreux Festival. Oui, les échangistes. Voilà. C'est un sketch qu'on a coécrit avec Manu Payette. D'accord. C'est magnifique. Voilà. Ouais, c'est vraiment très très drôle. Et alors le vieux beau, c'est un indémodable, hein, ça c'est au Palais des Glaces, celui-là. Ça devient ma vie, malheureusement. C'était un sketch et puis ça devient ma vie. Ce type qui sort avec des filles avec plus jeunes femmes, et puis qui essaye d'être à la hauteur, puis qui ne l'est pas du tout. Ah, c'est ce qui vous arrive? Catastrophe. Non. Ah bon? Non, pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. Et alors le CRS aussi, les petites annonces à hurler de rire. Ça c'était très 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 bon. Le CRS, oui, ça devait être une petite annonce avec Franck, avec mon ami Franck Dubosc. Oui. Et puis Elias et Monstres, hein, ça c'est votre spectacle. La dernière fois que le dernier one man show. Voilà, je l'ai joué au Folies Bergères. Vous allez faire une tournée. Et 15 jours après, hop, je suis passé au théâtre. Voilà. D'accord. Ouais. Donc vous allez le reprendre, j'imagine. Non, pas du tout. Non, je lui dis adieu à ce spectacle et heureusement il a été filmé. Donc un jour, un soir en février, tiens, dans pas longtemps, je crois qu'il va passer sur C8 ou sur Comédie. Et pourquoi vous lui dites adieu alors? Parce que ça suffit. Je l'ai joué 3 ans ou 4 ans. Avec le Covid, ça a rajouté 1 an. Donc vous avez envie de passer quand à on n'a chose, plus envie de qu'on fait un sketch et qu'on pense à autre chose, on se dit bon allez, il faut passer à autre chose. Et alors quand vous écrivez un sketch, est-ce que vous savez déjà que ça va faire rire? Comment vous faites? Est-ce que vous testez sur vos amis? Parce que je suis un génie. Non, on ne sait pas. Évidemment. Bien sûr. C'est ce que je voulais dire. On le sait pas, mais on a l'instinct que ça peut faire rire. Par exemple avec la jeune dame qui est à droite, dont j'ai complètement oublié le prénom d'ailleurs. Elle s'appelle comme moi. Alors. Judith, oui. On a écrit un sketch sur un type qui est aveugle, qui est très sur un mec qui est très laid, qui a rien pour lui et qui rencontre une aveugle et qui se dit c'est génial, ça tombe super bien, c'est l'aubaine, je vais pouvoir lui faire croire n'importe quoi. Mais ça donc, marche à tous les coups. Sur un concept comme ça, on est sûr que c'est drôle. Il faut avoir le sens du ridicule en fait, c'est ça aussi. Il y a un côté un peu ridicule dans le positionnement. Il y a tellement d'ingrédients, il y a le rythme, il y a et puis il y a le jeu, parce que Ellie va le jouer d'une certaine manière, quelqu'un d'autre va le jouer différemment. Donc ça aura pas, ça provoquera pas le même rire non plus. Dans mon écriture. Donc c'est ce que me dit Muriel Robin quand on écrivait des sketchs ensemble. Elle me dit avec toi, je peux dire ce que je veux. Donc dans ce sketch-là, il y a pas de limite. Le mec lui fait croire qu'il habite dans un 200 mètres carrés. Il lui fait croire qu'il connaît Johnny Hallyday, mais c'est juste un copain à lui qui a l'accent de Johnny. C'était drôle. C'était voilà. Le concept, il fait croire qu'il y a des œuvres d'art. C'est l'absurde en fait, plus que le ridicule. C'est plus une là, c'est un peu absurde le mec qui non, c'est pas absurde. C'est un loser, c'est tout. Un loser. Donc ça existe. C'est un loser qui veut baiser. D'accord. Et qui se dit tiens, je peux pas parce que je suis tellement laid. Donc je vais prendre une aveugle et puis ça ira bien. Et en plus, cerise sur le gâteau, il s'aperçoit qu'elle est sourde et muette. C'est parfait. Donc c'est la femme idéale.
Et Adrien Raca, vous, quand vous écrivez, c'est pareil. Est-ce que vous testez autour de vous vos textes, vous les faites lire, vous testez les punchlines, comment vous fonctionnez? Non, pas vraiment. Alors ça dépend pour un roman, pas du tout. Comment vous écrivez? Non, je parle des pièces de théâtre. Les pièces de théâtre, alors là, avec Judith, on écrivait à deux, on s'envoyait, ce qui nous faisait rire. Vous envoyez des mails ou vous écrivez ensemble? On écrit ensemble et après on se passe de temps en temps. On se passait aussi le texte que chacun on réfléchit beaucoup avant à où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut raconter. On a une trame et puis après ensuite on fait bien attention à ce que ça nous fasse rire. Et si on vous rit, rigolez, ça va quoi. Ouais, on s'est bien marré. Vous avez écrit en combien de temps cette pièce Suite Royale? Ça a pris du temps. On a eu plusieurs versions en fait. En fait, comme dans nos vies personnelles à tous les deux, on a beaucoup évolué depuis qu'on se connaît, depuis qu'on a commencé à écrire. Ça fait combien de temps que vous connaissez? 5 ans peut-être. Ouais, 5-6 ans. Ouais. Donc vous avez commencé à écrire cette pièce il y a 5-6 ans? Ouais, depuis qu'on s'est rencontrés sur l'invitation, on a eu envie d'écrire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup évolué. On voulait pas que cette pièce soit manichéenne. On se disait en fait, homme, femme, en fait, il y a pas de noir ou blanc, tout est gris en fait. Il y a une palette de couleurs. Il y a pas un salaud et une gentille fille. Ou l'inverse. Ou l'inverse. C'est tellement complexe la relation de couple qu'on avait envie de témoigner de cette complexité-là, mais en faisant rire évidemment. Et si je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Elie Semoun, finalement, ce qui est important, c'est d'être libre dans sa parole, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où on est quand même très contrôlé, plus ou moins, ou en tout cas, faut faire attention à ce qu'on dit. Malheureusement. Donc c'est le dernier espace de liberté, la scène, finalement? Oui, la scène, c'est le dernier espace de liberté. Et vous pouvez tout dire sur scène. Ça me fait de la peine de dire ça, mais oui. Là, ici, je peux pas tout à fait dire ce que je veux. Pourquoi? Parce que je suis raciste, par exemple. D'accord. Et je peux le dire sur scène. Vous savez que vous êtes sur la radio du Parlons Vrai, hein, c'est écrit partout. Oui, c'est ça. Vous avez le droit de tout dire sur en Sud Radio. En tant que raciste, je peux pas dire ce que je veux parce que c'est des choses qui vont être reprises. Oui. Vous comprenez? Bien sûr, évidemment. J'ai pas envie d'aller chez Morandini. Oui, pour dire que vous êtes raciste. Voilà, exactement. Non, mais oui, en effet, on est obligé d'être en contrôle, ce qui n'est pas vraiment mon cas, honnêtement. Mais dans la vie ou sur scène? Quand on est dans les médias, il faut faire attention. Voilà. Ouais. D'accord, parce que ça peut être détourné. Malheureusement. Oui, parce que ça peut être détourné, et puis parce que les gens ont perdu le sens de l'humour. Le second degré semble ne plus exister. Donc, et puis, on est dans une société où c'est tout noir et tout blanc. Un type qui est... C'est manichéen, justement. Ouais, c'est très manichéen. Donc, il y a celui qui pense bien et celui qui pense mal. Et on peut pas passer au milieu, quoi. Il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de finesse. C'est atroce. Vous ressentez la même chose, Judith Elmaleh, Adrien Raca? Est-ce que vous avez une liberté totale quand vous écrivez, justement, et peut-être des choses que vous diriez pas dans la vie? Moi, comme j'ai pas connu, j'ai eu aucun accès aux médias avant, etc. Donc, j'ai pas cette différence-là. En revanche, moi, j'ai pas tellement l'impression en tout cas, moi, je me dis jamais, je peux pas dire ça ou on peut pas faire rire avec ça. Et surtout, je crois que, en fait, chaque époque est différente. On est aujourd'hui dans une époque, on est en 2023 où c'est comme ça. Je pense que. Vous pensez que ça va encore évoluer? Oui, je pense, mais ça évolue toujours. Il faut s'adapter. Je pense que, comme toutes les révolutions, il y a un petit peu d'excès, mais que ça va se réguler un petit peu. Je pense qu'il y a des choses très bien qui arrivent parce qu'il y avait des choses incroyables qui se passaient avant. Moi, avec le recul, je me dis parfois, mais ce qui se passait il y a 30 ans, parfois, ça me paraît, mais c'est catastrophique. Je me dis, les rapports hommes-femmes, par exemple, c'était atroce. On parle de ça, mais par exemple, quand je revois chez Bernard Pivot une interview de Maznev, je suis scandalisé. Et je me dis, mais comment c'est passé à l'époque? Je juge pas l'époque d'avant, je me dis, aujourd'hui, c'est vrai. Comme on dit, ça passait crème à l'époque. Mais c'est fou. Et cet écrivain, cette canadienne, cette auteur canadienne qui dénonçait ça et qui s'est fait massacrer par tout le monde. Donc ça a du bon, cette contrôle. Bien sûr. Oui, bien sûr. Pour les femmes, c'est. Mais comme tu dis, au début, il y a des excès, mais pour des résultats. Et ça va se réguler. Et puis, sincèrement, la plupart des humoristes, malgré tout, arrivent à se produire sur scène. Sur scène, ça va. Le dernier spectacle d'Elie, il va très loin, comme il allait très loin. Parce que c'est drôle, parce que ça fait rire, parce que les gens sont friands de ça. Après, parfois, quand c'est pas drôle, quand ça passe à côté, évidemment que non, c'est pas, ça va pas. Il y a aussi beaucoup de travail. Je sais que Elie, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup ses spectacles. Du coup, en fait, ce qu'il y a sur scène, c'est de qualité.
quand on travaille moins, quand c'est un petit peu plus à rage, je me dis on peut plus rien dire. Bah non, mais c'est pas drôle. Ouais. Si c'est pas drôle, c'est déjà. Ouais. Bah voilà, c'est comme la base quoi de tout. Alors j'ai découvert qu'Elysée Moon, enfin moi je savais pas, enfin j'ai découvert votre talent de chanteur aussi. J'ai découvert aussi que vous étiez un grand romantique. Et depuis quand vous avez découvert ça? Depuis que j'ai travaillé cette émission. Voilà. Je savais que vous aviez sorti un album, mais j'avais pas écouté. Voilà, depuis quelques jours. Mais ça va, ça vous fait pas trop mal à l'ego que ça fasse que depuis quelques jours que j'ai écouté votre musique? Je suis un peu choquée, quoi. Ouais, j'ai l'impression. Je vais vous demander. Alors que toute la France l'a écouté. Une excellente. Mais comme on est sur la radio du Parlons Vrai, je vous laisse dire. En tout cas, 80 000 pour le premier album. Voilà, c'est très bien. Eh ben, on écoute. J'étais devenu l'amant fatal qui donne le baiser tant attendu à l'héroïne belle et transie. Je serais passé pour un fou si j'avais déclaré ma flamme, si je m'étais jeté à vos genoux. Mais vos tabous ne sont qu'à vous, tabous je joue avec le feu. Mais vos tabous ne sont qu'à vous, tabous je joue avec le feu, avec le peu de ce que je sais de vous. Je veux mettre bout à bout tous vos tabous. Ellie. Quoi? C'est qui chante avec toi? Alizée Lalande, une chanteuse qui a fait beaucoup de comédie musicale. Elysée Moon en chanson sur Sud Radio. Tout à fait. Donc là, attendez, on entend Mademoiselle A derrière. Ah oui, ça je l'aime beaucoup cette chanson. Elle est magnifique. Ah, oui. Ça marche. Hein. Ça j'aime. C'est pas du tout le même exercice de chanter. Non, vous m'avez vachement impressionné. Je vous le dis. Je vous fais un compliment, j'ai le droit. Je trouve ça excellent. Oui. Merci, c'est gentil. C'est excellent. Mais ça fonctionne. Celle qui était mon amie il y a une minute. Oui. Et qui est à ma droite. Oui, donc, qui s'appelle Judith Elmaleh. Qui a éclaté de rire en m'entendant, va le regretter. D'accord. Mais à part ça, on peut parler des chansons ou pas? Oui, mais moi, bon, alors j'ai un faible pour mon premier album qui s'appelait Chansons. Oui, qui est sorti en 2003. Voilà, et que j'ai écrit parce que je suis tombé amoureux d'une femme. Et parce que d'abord je l'ai vue à la télé et je suis tombé amoureux d'elle comme ça en la voyant à la télé. Et puis après, je l'ai rencontrée en vrai. L'histoire n'a pas duré longtemps. Mais entre-temps, j'ai rencontré Kerenan et Henri Salvador. Ouais. Et pour déclarer ma flamme à cette femme, j'ai fait cet album. D'accord. Et ça a marché ou pas? Oui, le premier album, oui. Non, la femme. Ah oui, on a une histoire, bien sûr. Et puis, qu'on a... Bon, non, je peux pas tout dire. Allez-y, on parle en vrai. Pourquoi vous pouvez pas tout dire? Non, mais on va dire que c'est resté dans la famille, quoi. De quoi, la femme ou l'album? C'était Judith. Mais non, mais ça va pas. Mais c'est vrai. C'est vrai. Elle a craqué. Est-ce que chanter? Pour les gens curieux, vous chercherez, vous allez trouver la réponse à cette énigme. Moi, ça m'a étonnée parce que quand même, quand on est comédien, qu'on est humoriste, Elysée Moon, c'est pas du tout quand même le même exercice que de chanter. En plus, surtout le travail de la voix, provoque le travail avec l'hilarité même d'amis très proches. Mais pas la mienne, pour le coup. Oui, je ça m'a bien, touchée. mais il y a un non-respect, quoi. Enfin, bon. Bref. Oui, c'est pas pareil, mais moi j'assume ma sensibilité. Oui, vous avez raison. À fond. Ça se sent. Je sais que même je l'ai assumé dans le dernier livre que j'ai écrit, qui est un roman d'amour. Qui est un roman d'amour, disons-le, avec de l'humour. C'est pas. Mais donc je l'assume à fond. Et c'est vous votre sujet, quoi, en fait, dans ces cas-là. Oui, mes tourments. Oui, tout à fait. Est-ce que, je vous pose la question à tous les trois, écrire quel que soit le médium, finalement, c'est toujours un exercice similaire? Qu'est-ce que vous en pensez, Adrien Racah? Oui, moi j'ai l'impression que oui. Oui. C'est toujours la même démarche. On a envie de raconter quelque chose de sincère, quelle que soit la forme. Un roman, une pièce, un film, une chanson, c'est toujours... j'ai l'impression... Moi, pas du tout. Non. D'abord, c'est bien triste. Elle t'a posé la question. Si, je voulais poser à tous les trois. Je pense pas. Eh ben, tu vois. Non, pour moi, c'est pas du tout pareil. Ouais. Quand on écrit avec quelqu'un, c'est absolument pas pareil pour moi que d'écrire seul. Que d'être seul sur son ordinateur
à sortir des Et pensées. vous, Élie, Semoun, écrire une chanson, c'est quand même pas la même chose qu'écrire un roman. Non, pas du tout. Enfin, si. Je veux dire, quand j'ai écrit le roman, j'étais seule avec moi-même et j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, j'ai presque eu un orgasme littéraire. Parce que c'était un bonheur constant d'écrire. Et écrire une chanson, ça s'écrit seul parce que c'est très personnel. C'est pareil, c'est un bonheur aussi. Et c'est pareil, c'est un bonheur de création fantastique. Vraiment. Eh bien, merci à vous, chers auditeurs. On va continuer tout de suite avec Élie Semoun, Adrien Raca et Judith Elmaleh sur Sud Radio dans C'est excellent. Restez là, on revient tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente... Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent et on le prouve, il nous reste un quart d'heure ensemble avec Élie Semoun, Judith Elmaleh et Adrien Raca. Alors, Adrien Raca, vous avez en commun avec Élie Semoun la jeunesse de vos débuts. Alors lui, il a commencé à 17 ans, vous c'était à 22. Mais lui, il a réussi, jeune. Moi... Bah non, tu serais pas là sinon. Bah, a priori, oui, vous avez subventionné vos pièces, enfin ça va quand même pour un jeune qui débute. Oui, mais c'était un long chemin. Mais c'est un long chemin pour tout le monde, je vous rassure. Là, non. En fait, quand pendant 15 ans, on se colle la tête sur le même mur et qu'on ne gagne pas sa vie avec... Faut tenir le coup. Non, il faut tenir le coup, c'est pas facile. Non, c'est long. Et Élie, vous aviez déjà composé 2 recueils de poèmes et 2 pièces de théâtre à 17 ans. Oui. Donc, ils sont sortis à compte d'auteur, je crois, c'est ça ? Oui, c'était vraiment. Mais donc, c'est pas la réussite tout de suite non plus. Non, mais Élie a commencé, si je me trompe pas, ils ont commencé assez jeunes et très vite ça a marché. Parce que le public est venu. Moi, j'ai commencé très très jeune, j'avais 18 ans pour ma première pièce. Mais les gens... Pourquoi il y a écrit 22 ans sur le web et pas 18 alors Faut changer ma ça, première place terminée, j'avais 18. D'accord. Est-ce que c'était une évidence votre chemin ? Parce que mine de rien, quand vous dites que pendant 15 ans ça n'a pas été simple, il faut y croire quoi. Ouais, c'était ma passion absolue. Moi j'ai découvert le cinéma à 15-16 ans, j'habitais en banlieue, c'était un peu compliqué. Et j'ai découvert le cinéma, ça a été un échappatoire incroyable. J'ai découvert le cinéma de Kazan, de Scorsese, de Sergio Leone, ça a été vraiment ma bouée de sauvetage, c'était fou. Sauvé, et donc c'était devenu une obsession. Je vivais même pas vraiment dans la vie réelle, ça m'intéressait pas tellement. Et je passais mon temps à lire des livres et à voir des films. C'est ça qui vous a inspiré aussi, du coup, j'imagine, après dans la création elle-même. Bien sûr. Moi, je voulais être le nouveau Tennessee Williams ou le nouveau Marlon Brando. J'avais une ambition démesurée. Mais c'est bien. Ce qui n'est pas arrivé, mais en tout cas, bien sûr, il faut avoir une grande ambition au départ et puis après, on voit. Il faut avoir une grande ambition au départ, Élie Semoun ? Oui, il faut avoir. Vous l'aviez vous aussi ? Il faut viser l'Himalaya. D'accord. Oui, complètement. Alors, puisqu'on en a parlé de vos points communs, Élie Semoun, vous avez donc en commun avec Judith Elmaleh d'avoir sorti votre premier roman, l'un et l'autre. Oui, chez le même éditeur, d'ailleurs. Voilà, chez Robert Laffont. Vous servez du réel, puisque c'est vous-même votre inspiration, on l'a dit tout à l'heure, pour votre roman Comptez jusqu'à toi. C'est une histoire d'amour en plusieurs parties, c'est ça ? En plusieurs épisodes. Voilà. Oui, tout à fait. Et ça se lit un peu comme une série, quoi. Oui, c'est ce que je dis en général et c'est la vérité. D'accord. Il y a 35 épisodes et on commence par la rencontre entre cet homme et cette femme et c'est vraiment calqué sur la réalité. Est-ce que c'est aussi addictif qu'une série ? D'après ce qu'on me dit... puisqu'apparemment vous ne l'avez pas lu, donc ça fait beaucoup quand même, non ? Eh bien oui, ça se lit très vite. Je vais me rattraper, je vous promets. Vous êtes sûre ? Ouais, j'en suis certaine. Parlons vrai ? Ouais, parlons vrai. Et alors, Comptez jusqu'à toi, c'est joli, c'est-à-dire que, on le redit, vous êtes un grand sensible, c'est-à-dire qu'il y a l'humour et puis il y a l'amour, quoi, pour vous, c'est ça ? Oui, c'est tout, mais tout est lié. D'ailleurs, ce roman, il y a plein de points d'humour dedans, même si ça parle d'une rupture, mais au contraire, et justement, plus c'est noir, plus c'est dramatique, et plus on peut en rire, bien sûr. On peut rire de tout aussi, en fait. Tout, absolument tout. Vraiment de tout. C'est important de le dire, ça. Je vais en profiter, tiens, je fais une parenthèse pour rendre hommage à Roger Louret, qui est un homme qui est mort il y a quelques jours et qui était un grand metteur en scène, qui m'a fait démarrer, ainsi que Muriel Robin, Nicolas Marié, etc. Et à ces derniers instants, il riait encore, il envoyait encore des textos, mais un jour avant de mourir. Donc on peut vraiment rire de tout. Et ça s'appelle Partir avec panache, ça, hein ? Exactement, complètement. Il est parti avec panache.
Tout à fait, très bonne femme. Vous, Judith Elmaleh, votre roman Une reine, c'est une ode à votre grand-mère, en fait. Et c'est une partie de votre histoire personnelle, c'est le réel aussi qui vous a inspiré. Oui, absolument. Et un secret de famille. C'est un secret de famille que j'ai découvert sur le tard. Et en fait, je me suis inspirée de ce destin de ma grand-mère qui a été mariée très jeune, à 14 ans, à son insu, parce que quand elle a été amenée pour son mariage, elle n'était pas au courant. Et de plus, mon grand-père paternel l'a épousée en seconde noce, c'est-à-dire qu'il était bigame, parce que la première épouse ne pouvait pas avoir d'enfant. D'accord. Et bizarrement... On a déjà entendu ça dans la Bible. Hein. Oui, voilà, c'est Abraham et Sarah, voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et bizarrement, moi j'ai vécu toute mon enfance au Maroc. On ne nous a jamais parlé de cette histoire. Et les deux femmes, vous les avez connues ? Oui, absolument. Ouais. J'ai connu la première femme. On m'avait dit que c'était mon arrière-grand-mère. Bon, j'ai acheté l'histoire, alors que c'était complètement incongru. Il y a une quinzaine d'années. D'accord. Et comment ? Et par un oncle qui nous a expliqué noir sur blanc, qui a écrit un document pour témoigner de cette histoire-là. Et c'était important de le mettre à jour, de donner de la lumière en fait sur cette histoire familiale. Oui, et c'était surtout important de mettre à jour une personnalité comme ma grand-mère, parce que c'est une femme qui a sacrifié sa vie pour ses enfants, pour son mari, qui a jamais vécu vraiment. Et quand je compare ma vie à la sienne, je me dis que j'ai énormément de chance et que la condition de la femme a quand même beaucoup évolué, bien évolué, heureusement. Ouais. Et donc j'avais envie de la mettre en lumière parce que elle a vécu dans l'ombre toute sa vie et même elle n'a pas vécu puisque elle n'a jamais quitté le Maroc, ne serait-ce que pour un voyage, ne serait-ce que pour des vacances. Elle ne sortait jamais, elle avait honte de tout. Pas ce que c'était. Hein. Voilà. Donc j'avais envie de lui rendre hommage. C'est un témoignage, quoi. Ouais, parce qu'elle m'a donné beaucoup de force aussi. Et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour. Alors Elise Moon, justement, on parle du réel. C'est une bonne occasion pour écouter un extrait de Mon Vieux, qui est votre film documentaire sur votre papa, qui a été écrit avec Marjorie Desjardins et réalisé par cette dernière. Quelqu'un qui sombre dans la maladie d'Alzheimer, c'est qu'en fait, il meurt 2 fois. Il va mourir une première fois, dans le sens où il va nous oublier, il va oublier ses souvenirs, il va oublier ce qu'il a fait la veille. Donc c'est important d'aller essayer de raviver la flamme en allant là-bas. Je sais pas où je vais. Il faut me le dire. Ben, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu es en train de me le dire. Est-ce que tu as aimé le spectacle, papa? Est-ce que tu as aimé le spectacle? Très bien. Impeccable. Et est-ce que tu as entendu quelque chose? Presque rien. C'est sûr, aujourd'hui, c'est que ma sœur Anne-Judith, alors déjà, elle voit pas les choses comme moi, mais surtout, elle gère. Ça va? Qu'est-ce que t'as? Plein d'émotions. Bah ouais, c'est trop, hein. Ouais. Ouais. Laisse-nous entre vivants. Que c'est beau. T'as raison. Laisse-nous entre vivants. C'est une très belle phrase. Ouais. Laisse-nous entre vivants. Ah oui. Le documentaire donc sur votre papa. Il meurt 2 fois et laisse-nous entre vivants. C'est les 2 phrases qui il était sautent. philosophe, en quelque sorte. Il avait une forme de sagesse et de profondeur, alors que c'était pas vraiment un intellectuel, mais il y avait quand même... de la vie, quoi. Oui, exactement. Il avait des fulgurances comme ça. Donc en effet, ce documentaire, si vous fouillez bien, vous pouvez le voir au cinéma en ce moment. Il est dans certains UGC en France, et c'est un beau documentaire. Il est passé sur la chaîne parlementaire et il a ému plein de gens. Et moi-même, j'ai fait beaucoup de débats avec les gens. Oui, parce que c'est une maladie auquel on est tous confrontés, enfin plus ou moins à un moment ou un autre. Plus ou moins indirectement. Malheureusement, parfois, je vous le souhaite pas directement, mais indirectement. Je crois qu'on m'a dit ce chiffre atroce qu'il y a 3 millions de gens qui sont atteints qui peuvent être atteints d'Alzheimer. Ouais. Alors je comprends pas trop parce que quoi. il y a 1 an c'était 900 000. Alors je vois pas comment c'est passé. Enfin, il faudrait se renseigner. Il y a beaucoup de maladies neurodégénératives en fait, de plus en plus. On a l'impression, ou alors peut-être parce qu'on vit vieux aussi. Oui, vieux peut-être. Complètement.
Ouais. Et c'était important de faire ce film justement pour marquer la mémoire. Pas du tout, non. Non ? C'était pourquoi alors ? Oui, c'était important, bien sûr. C'était aussi pour votre papa, quoi. Oui, c'était pour garder une trace de lui. Judith l'a un peu connu. Moi, je l'ai connu. Donc et j'étais très très touchée en voyant le documentaire. Et il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, on était en répétition au Théâtre de la Madeleine. Et Élie m'a fait écouter un message de son papa dans le répondeur. Et c'était un grand moment d'émotion pour moi. Moi aussi, je suis très attachée à mon papa et j'ai senti à quel point il était attaché à lui et était ému de le réécouter à chaque fois il écoute ce message. C'est une question pour vous trois, puis on va bientôt terminer, donc on n'a plus beaucoup de temps, mais je vous la pose à tous les trois. Je vais commencer avec vous, Adrien Raca. L'art de la scène, l'art de l'écriture, c'est pour mieux raconter la vie et peut-être pour mieux la vivre aussi, finalement. C'est bien résumé. Ouais. Bien résumé. Non, c'est un peu ça. On a cette chance-là de pouvoir exprimer des émotions que l'on peut ressentir ou que d'autres peuvent ressentir à travers des écrits. Et ça, c'est une chance et c'est formidable. Et ça soigne aussi, hein, a priori. Non, en tout je cas, crois ça pas. fait aller de l'avant. Je crois pas. C'est comment chez vous alors ? Moi, je crois pas. Je crois que c'est deux choses très différentes. Je crois que ça peut faire, ça peut gonfler l'ego, ça peut faire du bien, ça peut être jouissif, ça peut être, mais être pas une heureux. thérapie, quoi. Non, être heureux, c'est autre chose. C'est un travail différent. Parfaitement d'accord avec toi. Ah ouais, on me pose souvent la question, est-ce que ça soigne ? Mais rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Non. Ça permet de mieux vivre alors, peut-être. Dit-elle Mallet. De pas d'avoir d'ulcère. Non, moi je pense que c'est un moyen d'expression. Moi, pour ma part, dans ma famille, on se parle pas des vraies choses en face à face. Donc chacun prend un moyen d'expression pour dire les choses. Pour dire les choses, absolument. Même si c'est à nos proches, mais on prend d'autres biais pour communiquer. Mais pour les uns, pour les autres, et pour vous, Elie Semoun, la création, c'est finalement quelque chose qui est vital aussi, finalement. Indispensable. Vous pourriez pas et vivre sans, mes deux amis diront pas le contraire. Indispensable. Parce que je parlais en plaisantant, je disais que sinon on a un ulcère, mais garder tout pour soi, c'est atroce. On s'empoisonne. Il faut savoir accepter d'exploser. Et nous, on a cette chance incroyable, nous les artistes, de pouvoir exprimer nos émotions. C'est votre moteur aussi, d'ailleurs. C'est mon moteur. Mon moteur étant le partage aussi. Parce que c'est pas juste pour me faire plaisir. Bien sûr. Voilà. Oui, d'ailleurs, pardon. Adrien Raca. On peut avoir une vraie émotion en regardant un spectacle, un film. C'est que c'est vraiment un partage. On parle pour les autres. Ouais, c'est ça. Et moi, parfois, quand je vois un film qui me bouleverse, l'émotion que je reçois, elle m'aide, pareil, à vivre, à survivre. L'art, ça aide à vivre, c'est sûr. Merci à tous les trois d'être venus par là, parce que c'était une très jolie émission. Merci beaucoup. Évidemment, chers auditeurs, la pièce Suite Royale avec Elie Semoun et Julie Debona, mise en scène par Bernard Murat et coécrite par Adrien Raca et Judith Elmaleh, à 19h du mercredi au dimanche et 2 fois le samedi. C'est 15h à 19h. Vous n'êtes pas trop fatigué, ça va ? C'est de l'esclavagisme. Et c'est au Théâtre de la Madeleine à Paris. Donc encore merci à tous les trois. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à cet excellent sur les ondes de Sud Radio, la radio du Parlons Vrai. Merci au réalisateur du soir, Bastien Malric, à Sud Radio, votre radio préférée et ses équipes. Retrouvez cet excellent podcast en vidéo sur le site, la chaîne YouTube de Sud Radio, Deezer, les réseaux sociaux, etc. Puis bisous les copains, la semaine prochaine, c'était excellent. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Avec Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans.